Bonjour. Aujourd'hui, c'est une vidéo très inhabituelle que je vous propose. Parce qu'on va sortir du cadre de la critique, de l'analyse cinématographique. Et pourtant, c'est la vidéo la plus importante pour moi que j'ai tournée. Récemment, il y a eu des actualités plutôt choquantes. Je ne parle pas de la mort de Quentin, je ne parle pas de ce qui s'est passé en Iran, je parle de ce gosse de 10 ans qui s'est pendu dans sa chambre et de cette adolescente qui s'est jetée sous un train. Dans les deux cas, à cause du harcèlement scolaire. Harcèlement scolaire que l'adolescente avait dénoncé et dont le directeur avait qualifié ça de l'adolescente qui se victimise. Ça fait très longtemps que des enfants subissent du harcèlement scolaire. Certains survivent avec des séquelles irréversibles, d'autres se suicident. Et pendant ce temps, les écoles, les collèges, les lycées, jusqu'aux académies et même jusqu'au ministère de l'Éducation nationale font mine de s'occuper du problème alors qu'ils en sont les complices et ce depuis des décennies. Je suis ce qu'on appelle un survivant du harcèlement scolaire. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo en m'adressant principalement aux victimes ainsi qu'à ceux qui se posent des questions sur les mécaniques du harcèlement scolaire en vous partageant mon vécu. Alors, je tiens à préciser une chose, ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est mon expérience personnelle, c'est mon vécu. Je sais que ce que je vais dire ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Malheureusement, le harcèlement scolaire, ça a des formes très variables et il n'y a pas de consensus dessus. Mais si ça peut aider quelqu'un, si ça peut répondre à des questions, c'est toujours ça de gagner. Alors commençons. J'ai subi du harcèlement scolaire sur une très longue durée, de l'école primaire jusqu'à mon entrée en école d'ingénierie informatique. Ce qui m'amène à une première interrogation que l'on fait sur le harcèlement scolaire. Certaines personnes s'interrogent sur la durée. J'ai plusieurs fois reçu la question « Pourquoi ça a duré si longtemps ? Comment ça peut durer si longtemps ?» Et je pense que c'est une bonne manière d'aborder les mécanismes liés à ce fléau. Déjà, pour parler du harcèlement scolaire, beaucoup ont une image d'Épinal sur ce sujet. Beaucoup s'imaginent que le harcèlement scolaire, c'est une brute, une personne entourée de sa petite bande qui vont prendre une cible en particulier. On a tous ces images clichés d'adolescents bullies au lycée ou au collège qui vont embêter une personne. Cette image d'Épinal sur le harcèlement scolaire est complètement fausse. Il n'y a pas qu'un seul harceleur et il n'y a pas qu'un seul harcelé dans les établissements scolaires. Il y a plusieurs bandes, plusieurs harceleurs, plusieurs élèves qui veulent jouer les caïds. Il n'y a pas qu'un seul biftanen dans les écoles. Chacun veut créer sa petite bande, chacun veut faire son petit groupe et montrer qu'il est un dominant. Et montrer qu'on est dominant dans les établissements scolaires, c'est prendre une proie, prendre quelqu'un et lui pourrir sa vie. Ce qui m'amène à un sujet qu'on n'évoque quasiment jamais quand on parle de harcèlement scolaire, le double cercle vicieux. Comme je l'ai dit, le but d'un harceleur, c'est de se valoriser. C'est de montrer qu'il est un dominant. Et auprès des autres élèves, montrer qu'on est un dominant par le harcèlement, ça marche. Et comme ça marche, le harceleur va recommencer. Encore. Et encore. Il va se trouver d'autres victimes. Il va continuer son mécanisme tant que ça marche. Et ce, jusqu'à... je ne sais pas, en fait. De mon point de vue, quelqu'un qui a été une ordure en étant enfant reste une ordure toute sa vie. Mais ce n'est que mon point de vue. Et l'autre cercle vicieux qui va s'opérer, en tout cas il s'est opéré dans mon cas, c'est le fait que le harcelé va s'isoler de plus en plus de ses camarades. Parce qu'il aura perdu la confiance en eux. Parce qu'il aura été traumatisé par son harceleur. Donc il va perdre la confiance envers les autres élèves
Et il va perdre aussi la confiance envers lui-même. Au moins le temps qu'il lui faut pour la retrouver, cette confiance. Sauf que le temps, on ne lui laisse jamais à la victime. Pourquoi ? Parce que devinez quelles sont les cibles privilégiées des harceleurs. Les élèves qui s'isolent. Donc, les élèves harcelés vont s'isoler de plus en plus, et donc vont devenir de plus en plus la cible de harceleurs qui, voyant que cette méthode marche, vont se valoriser de plus en plus en harcelant de plus en plus. Et c'est ainsi qu'un double cercle vicieux s'opère et que on peut subir du harcèlement scolaire sur une très longue durée, comme ça a été mon cas. Et ce harcèlement, il peut prendre plusieurs formes. Des expériences ont démontré que quand on parlait de harcèlement scolaire à certaines personnes, ils s'imaginaient des brimades, des chamailleries, des farces un peu vaches. Ça n'est pas ça du tout. Les harceleurs sont très créatifs pour pourrir la vie de leur cible. Pour ma part, il y avait des insultes sur mon poids, évidemment, des insultes sur mon comportement, des insultes sur mon nom de famille, des insultes sur le fait que je lisais beaucoup, des insultes sur le fait que j'étais un intello, des insultes sur le fait que j'aimais parler avec un langage soutenu, où on m'a vraiment fait des insultes sur ça. Ça a même été validé par un directeur d'établissement. J'en parlerai après. Ça pouvait être des coups aussi. Ça pouvait aller du taquet ou du coup de pied dans les couloirs, jusqu'au passage à tabac dans la cour de récré ou dans les toilettes. C'était aussi des projectiles qu'on m'envoyait dessus pendant les heures de cours. Très régulièrement, il m'arrivait de venir voir les professeurs avec toute une poignée de bouts de gomme ou de capuches de stylo que j'avais reçus pendant leurs heures de cours. Ça n'a eu aucun effet. Pourtant, c'était sous leurs yeux. C'était aussi parfois des trucs sur mes affaires. On balançait ma trousse à travers la classe. On balançait mon sac à travers les couloirs. On m'ouvrait le sac pour que mes affaires tombent au sol. Et si vous pensez que ce n'était que dans les enceintes des établissements scolaires, détrompez-vous. Au collège, je prenais le bus. Et malheureusement, très souvent, c'était le même bus que mes harceleurs. Et donc, il m'arrivait régulièrement de me faire frapper dans le bus. Parfois, on écrivait sur mon visage. Que je rentre ou que je sorte du bus, j'y avais le droit. Mais je crois que ce qui m'a fait vraiment le plus mal dans la confiance en moi, ce qui m'a vraiment détruit mon estime de soi, c'était les attaques sur mes sentiments. Je suis ce qu'on appelle un hypersensible. C'est-à-dire que je vis les émotions de manière décuplée. Et ça inclut les émotions amoureuses. Quand une fille me plaisait, c'est pas seulement que je la trouvais attirante, c'était que j'imaginais très vite des histoires avec elle. Et malheureusement, ça se voyait. Alors, quand la fille n'est pas une harceleuse ou n'a pas de lien avec mes harceleurs, ça va. La plupart des cas, j'ai reçu des râteaux tout à fait classiques. Pas de quoi fouetter un chat. Mais des filles qui me plaisaient et qui voulaient se servir de ça pour me harceler, ça a existé aussi. Et le pire, c'est que c'était tout le temps le même genre de piège et que je tombais systématiquement dedans. Ça a commencé de la part de la fille à faire genre de s'intéresser à moi, à faire la compatissante, à faire qu'elle soit solidaire avec moi, qu'elle me soutenait dans mon harcèlement, faire en sorte de me faire espérer. Puis, quand je trouvais le courage de me déclarer, l'humiliation publique. La moquerie devant tout le monde, particulièrement devant mes harceleurs, qui ne se gênaient pas pour me rappeler que je m'étais fait humilier en public et que de toute façon, personne ne s'intéresserait à moi de toute ma vie. De tous les sévices que j'ai subis durant mes années d'harcèlement scolaire, je pense que c'est le pire. Ça m'est arrivé 2-3 fois, dont une où la fille m'a mis une claque
devant tout le monde, en plein cours d'art plastique. Ça, c'est le genre de souvenir qui me fait le plus mal. Dans mon malheur, il y a quand même un point sur lequel j'ai eu de la chance. C'est qu'à l'époque où j'étais scolarisé, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Internet en était à ses balbutiements. Donc, quand je rentrais chez moi, j'étais tranquille. Quand j'étais chez moi, ma maison était mon refuge. Et donc, je n'avais pas le problème du cyberharcèlement. Je pense que si j'avais subi du cyberharcèlement en plus du reste, je pense que je me serais suicidé. Ce qui m'amène à la question la plus importante, la plus primordiale de cette vidéo. Comment survivre? Comment traverser tout ce chaos et arriver à la vie d'adulte? Alors, à titre personnel, j'ai eu la chance de côtoyer un super-héros incroyable. Le meilleur des super-héros. Vous ne le connaissez certainement pas, mais pour moi, c'est le plus grand de tous. À savoir mon grand frère. Mon grand frère et moi, on a entre 2 et 3 ans d'écart. Et mon grand frère, contrairement à moi, savait se faire respecter. Et il savait avoir des amis. Et du coup, quand ses amis me voyaient me faire frapper, me faire insulter, me faire moquer, ils allaient le dire à mon grand frère. Et du coup, quand je rentrais à la maison, mon grand frère me confrontait à cette situation, me demandait de lui en parler. Du coup, je lui en parlais et très souvent, ça finissait par lui allant voir la personne qui m'a fait le harcèlement pour soit lui mettre un coup de pression, voire pour que ça finisse en bagarre. Alors, je sais ce que certains vont se dire, on n'a pas tous un grand frère bienveillant et protecteur à proximité. C'est tout à fait vrai. Mais c'est pas là où je voulais en venir. Parce que même si mon grand frère intervenait, ça n'empêchait pas mes harceleurs de recommencer. Ils faisaient juste plus attention pour ne pas se faire repérer. Et quand mon grand frère ne pouvait plus intervenir, croyez-moi que j'ai bien subi leur vengeance. Non, là où mon grand frère m'a réellement été salvateur, là où il a vraiment été mon super-héros, c'est quand il me demandait de lui en parler. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais pendant toutes ces années, grâce à mon grand frère, j'ai eu une épaule sur laquelle je pouvais parler. J'ai eu un soutien qui me consolait et qui m'expliquait que ce qui m'arrivait, ce n'était pas normal. Ce qui m'amène à mon conseil pour ceux qui subissent du harcèlement scolaire. Il faut en parler. Il faut en parler autour de vous. Il faut vous trouver quelqu'un que vous savez bienveillant envers vous et lui dire ce qui vous arrive. Quelqu'un de confiance, quelqu'un en qui vous savez que vous pouvez tout raconter. Et quelqu'un, si possible, dehors de l'environnement scolaire. C'est très compliqué. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en ai conscience. Moi-même, j'en aurais pas parlé dans d'autres conditions. Là où mon grand frère a été encore une fois salvateur, c'est qu'il ne me laissait pas le choix. Vu que j'étais devant le fait accompli, je ne pouvais pas dire qu'il ne s'est rien passé. En somme, il m'a obligé à lui en parler. Et mine de rien, ça a été salvateur parce que j'en aurais parlé à personne d'autre. Mes parents, par exemple, étaient beaucoup moins au courant de ce qui m'arrivait. Quand ils savaient ce qui m'arrivait, ça ne les empêchait pas d'aller dans les établissements pousser des coups de gueule. Mais franchement, par rapport à mon grand frère, ils étaient au courant de beaucoup moins de choses. Et ils apprennent encore des fois des trucs très récemment. Je pense que je n'aurais pas de meilleur conseil que parlez-en autour de vous. C'est pas original, c'est pas évident, mais c'est ce qu'il faut faire. Et j'ai bien dit en dehors de l'environnement scolaire. Parce que vous vous posez peut-être la question, pourquoi je ne suis pas allé voir les professeurs, les surveillants, ou même les personnes compétentes pour gérer la situation? Ça va peut-être vous faire froid dans le dos, mais je l'ai fait. Et ils n'ont rien fait. Enfin, parfois ils faisaient même peser la responsabilité de mon harcèlement sur moi.
des personnels des établissements scolaires, j'ai eu le droit à des phrases du style occupe-toi de tes problèmes, si un groupe t'embête, ça vient de toi, ou tu cherches trop à attirer l'attention. Et quand mes parents étaient au courant du peu de choses qui m'arrivaient, et quand ils allaient voir les directeurs d'établissement pour avoir des explications, ça leur arrivait d'avoir de belles réponses à eux aussi. Quand j'étais petit, par exemple, j'aimais beaucoup parler avec un langage soutenu et je lisais une BD qui s'appelait Achille Talon, où le personnage parle beaucoup en langage soutenu. Et quand ma mère est allée voir le directeur de mon lycée, le directeur lui a répondu « Madame, c'est la faute de votre fils, il se fait harceler parce qu'il parle trop bien français. » Je vous jure que c'est ce qu'il a dit. Il est même arrivé une année où le personnel de l'établissement participait à mon harcèlement. C'est d'ailleurs la seule année où j'ai pas seulement redoublé, mais j'ai carrément abandonné. Et exceptionnellement, je vais dire le nom de l'établissement parce que je tiens à ce que vous évitiez cet endroit à tout prix. IUT Gestion des entreprises et d'administration Saint-Jérôme à Marseille. C'était l'année la plus violente en termes de harcèlement scolaire. Et un prof y a participé. Il faut savoir qu'à l'époque, je parlais beaucoup plus du nez qu'aujourd'hui. J'avais des problèmes nasaux et donc j'avais une voix beaucoup plus nasillarde. Et un jour, j'ai voulu poser une question à un professeur de droit. Sa réponse, ça a été de se boucher le nez en me surnommant Gonzo. Gonzo, le personnage du Muppet Show. Un surnom que mes harceleurs ne manqueront pas de reprendre. Mais j'irai plus loin en disant qu'à l'époque où j'étais scolarisé, le harcèlement scolaire n'était pas reconnu. Il n'était absolument pas pris au sérieux. Pour les différents directeurs d'établissements ou personnels ou membres de l'éducation nationale, ça se résumait à des chamailleries et à des problèmes d'intégration de la part de la victime. Il aura fallu attendre les réseaux sociaux et le fait que le cyberharcèlement s'ajoute au harcèlement scolaire pour qu'enfin le harcèlement scolaire soit pris au sérieux. Problème, entre-temps, des gosses sont morts. Et même après ça, même après le cyberharcèlement, même après le fait que le harcèlement scolaire soit une chose qu'ils ne peuvent pas nier, on a toujours des surveillants, des professeurs, des directeurs d'établissement qui vont encore faire peser la faute sur les victimes. Pire encore, quand un professeur de bonne volonté veut aider le harcelé, il est sanctionné, sous prétexte qu'il ne faut pas faire de vagues. Ça doit vous rappeler un certain hashtag. C'est pour ces raisons que j'accuse et j'affirme que du surveillant jusqu'au ministre de l'Éducation nationale, vous êtes tous complices du harcèlement scolaire. Vous aurez beau dire que vous essayez de vous occuper du problème, vous aurez beau faire des coups de com' pour montrer que vous agissez, la vérité c'est que vous vous en foutez. Parce que c'est plus facile pour vous de sanctionner le harcelé que les harceleurs. Vous avez du sang sur les mains. Et dans une société normale, on vous ferait payer pour tous les parents qui ont perdu leur enfant. Et si, fort heureusement, il existe des enfants assez forts, assez courageux pour traverser tout ça sans avoir recours au suicide, ne croyez pas que ces enfants ne vivront pas sans conséquences. Même peu de temps après la fin de mon harcèlement scolaire, j'ai déjà pensé à me suicider. Des événements personnels ont fait que je n'y ai jamais tenté. Et comment on vit après une enfance passée sous le harcèlement scolaire? Mal. J'ai développé des troubles du comportement alimentaire. Je suis devenu naturellement craintif sur mes relations sociales. J'ai tout le temps peur de décevoir ou de m'attirer la colère de l'autre. Je suis naturellement parano sur mes relations sociales. J'ai mis très longtemps avant de pouvoir nouer des amitiés.
J'ai expérimenté le fait de présenter des amis à la famille qu'à partir de 30 ans, ma confiance en moi et mon estime de soi sont en miettes. Et évidemment, je suis naturellement très maladroit sur mes relations. J'ai encore aujourd'hui des phases de détresse émotionnelle. Parfois, dans ma tête, ça ressemble un peu à l'état de Jonathan Davis à la fin de la chanson Daddy. Attention, je ne compare pas ce que j'ai subi avec ce que Jonathan Davis a subi. Ce serait déplacé de ma part. C'est juste pour illustrer ce que parfois ça donne dans ma tête quand j'ai des phases de détresse émotionnelle. Il y a aussi quelque chose qui s'ajoute à tout ça. C'est un profond sentiment d'injustice. Parce que ce harcèlement scolaire, il m'a pourri la vie. Ça a détruit quelque chose en moi. Et pourtant, mes harceleurs n'auront aucune conséquence de leurs actes. Pour eux, ça n'a été qu'un jeu. Et je dois vivre avec l'idée qu'ils n'auront jamais quelque chose pour ce qu'ils m'ont fait. Pour finir, j'aimerais parler de quelque chose que j'ai découvert récemment. Il existe des vidéos sur YouTube où un ancien harcelé rencontre son ancien bourreau. Et généralement, le bourreau est représenté comme un repenti. Comme quelqu'un qui regrette sincèrement ce qu'il a fait et qui demande pardon à sa victime. Victime qui, généralement, lui pardonne et, oh là là, il peut aller de l'avant. Je trouve ça immonde. Jamais de la vie. Jamais. J'ai déjà recroisé certains de mes harceleurs après les faits. Pour eux, au mieux, c'est comme si on avait été potes. Au pire, ils se vantent de ce qu'ils m'ont fait. Je n'ai jamais croisé un de mes harceleurs qui regrette profondément ce qu'il m'a fait. Alors oui, je sais, sur le papier, le fait de pouvoir aller de l'avant, le fait de passer à autre chose et tout ce qui est violon, tout ça, c'est beau sur le papier. Mais ça ne représente aucunement la réalité. J'ai aussi vu des gens qui disent que les harceleurs reproduisaient une violence qu'ils vivaient au quotidien de la part de leurs parents ou de leur cercle proche. Je ne connais pas assez le sujet et je n'ai pas assez d'éléments pour dire si c'est vrai ou faux. Mais cette étude me met un profond malaise. En fait, j'ai l'impression que malgré les suicides, malgré tout ce qu'on sait du harcèlement scolaire, le fait que ce n'est plus un secret pour personne, on continue d'être complaisant avec les harceleurs. C'est toujours à la victime d'être compréhensive. C'est toujours à la victime d'accorder son pardon. Je veux pas leur pardonner. Et j'en ai rien à foutre de leurs regrets. Je veux pas les revoir. Je ne veux pas leurs regrets. Je veux qu'ils payent. Je veux qu'ils payent pour ce qu'ils m'ont fait. J'en ai rien à foutre qu'ils soient devenus de meilleures personnes. Dans une société normale, quand on fait du mal à quelqu'un, on paye pour ses actes. Je veux dire, il n'y a pas d'autre cas où on demande à la victime de pardonner son harceleur et de continuer sa vie comme si tout était normal. Je ne veux pas revoir des harceleurs. Je ne veux pas une société où on demande aux harcelés de pardonner. Je ne veux pas une espèce de réhabilitation factice sur des regrets qui sont très certainement des mensonges. Ce que je veux, c'est une vraie justice pour les victimes de harcèlement scolaire. En tout cas, j'espère que mon témoignage vous aura répondu à certaines questions. Et en ce qui concerne les victimes qui m'auront écouté, j'espère que ça vous aura aidé, quelle qu'en soit la manière. Et sachez une chose, que je m'adresse à vous, victimes de harcèlement scolaire, ce n'est pas normal ce qui vous arrive. Et ce n'est pas votre faute. La seule chose que vous méritez, c'est que ça s'arrête. Et que vous viviez de bien meilleurs jours. Prenez soin de vous.